Oui, bonjour à tous. Donc, Antoine Dufour, je suis commissaire à la police judiciaire à Toulouse. Donc, je remercie la CCI du Tarn de m'avoir invité aujourd'hui, puisque c'est une problématique et un enjeu assez important au niveau national de cette question des escroqueries aux faux ordres de virement. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'allumer une petite lumière un peu sur ce risque-là qui, effectivement, n'arrive pas qu'aux autres. On pourrait croire que c'est dans les grandes entreprises du CAC 40 que ce genre de faits se passe. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça concerne tous les acteurs économiques, et que ce soit privé ou public, parce que même les entreprises publiques aujourd'hui ont un risque par rapport à cette thématique. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'allumer un peu cette petite lumière, de commencer à activer quelques réflexes, sauf si vous en aviez déjà, mais grosso modo, de vous faire donc, dans un premier temps une présentation sur ce que sont les faux vies, comment les escrocs font pour arriver à leur fin, et derrière aborder des conseils pratiques sur comment identifier une attaque, mais surtout comment tout faire pour s'en prémunir, puisqu'aujourd'hui, c'est le sens aussi de mon intervention, c'est que les sociétés, les entreprises aient quelques réflexes pour mettre en interne des pare-feux pour éviter de se faire avoir par des escrocs qui sont chevronnés. Donc, concernant la définition en elle-même des faux vies, je vais vous présenter simplement une définition très simple, quelques petites statistiques pour vous montrer qu'on est quand même face à un phénomène de très grande ampleur, tant en quantité que sur le préjudice dont les sociétés et le secteur public peuvent être victimes. Et ensuite, vous présenter les outils dont se servent les escrocs. Là encore, c'est pour vous sensibiliser sur les risques d'une communication d'une société par Internet un peu trop large, avec trop d'informations communiquées, et de faire attention justement à cette communication-là. Donc, concernant la notion pratique, une escroquerie aux faux ordres de virement, déjà à la base, c'est une escroquerie. Donc, l'objectif, c'est de se faire remettre de manière indue quelque chose par une victime. Antoine, Oui. juste un petit détail, je pense qu'il faut que vous repartagiez votre diaporama. Ah, vous ne le voyez pas du tout? Oui. Alors, attendez, est-ce qu'effectivement, c'est dû couper? Comment on fait pour le partager maintenant? Alors, est-ce que j'ai plus l'option qui s'affiche, contrairement à tout à l'heure? Vous devriez l'avoir. Alors, je vais activer partage d'écran. Je ne l'ai pas là. Ah oui, autant pour moi, c'est bon. Ouais. Hop, c'est revenu. Parfait. Partager. Voilà, c'est bon. C'est parfait. Alors, je vous remets ça à la diapo. De toute façon, vous n'avez rien loupé puisque c'était quelques notions pratiques. Diaporama. Hop. Voilà. C'est bon? Vous avez en plein écran? C'est parfait. Donc, voilà. Donc, bon, c'est une escroquerie. Évidemment, la victime, là, c'est une société, une entreprise. Le mode opératoire, c'est assez simple. C'est de base, c'est usurper l'identité d'une personne pour tromper la société et le collaborateur ou le chef d'entreprise, et obtenir de lui, donc de son entreprise, un virement bancaire qui est indu. C'est le mode opératoire, c'est le schéma le plus classique, avec à l'issue quelques variantes de fonctionnement, mais c'est une escroquerie, et comme toutes les escroqueries, une escroquerie, ça se base sur un scénario, c'est la seule chose qui va évoluer, c'est le scénario qu'il y a derrière l'escroquerie. Donc, la conséquence de cette escroquerie aux faux vies, c'est un virement qui est bien réel, qui a été exécuté par un membre de l'entreprise, de la société, et qui derrière est irrémédiable, c'est-à-dire que l'ordre de virement est parti, et le virement a pu être exécuté, et la question c'est derrière comment on fait. Donc, sur le plan statistique, pour que vous ayez un ordre d'idée, on est effectivement sur quelque chose qui est massif. Alors, on le disait,
c'est un phénomène qui remonte au début des années 2000, mais on a quand même une très forte croissance, surtout depuis les années 2010. Et aujourd'hui, vous voyez, avec des stats actualisées à août 2021, on est à près de 3800 victimes pour des faits commis à hauteur de 909 millions d'euros. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 909 millions d'euros qui ont été donnés par des entreprises publiques ou privées à des escrocs qui sont partis avec cet argent-là. Derrière les faits tentés, on est à plus d'1,8 milliard d'euros. Donc, si vous faites le cumul des deux, on est quasiment à 2,7 milliards d'euros de tentatives ou de faits commis, ce qui est quand même considérable en termes de montants escroqués. Alors ont été insérées quelques petites photos en dessous parce que typiquement, on a eu des grands groupes, des grandes entreprises françaises qui ont été victimes. Ça a été beaucoup médiatisé à une époque avec des préjudices très conséquents. Ce qu'on a constaté, alors sur cet histogramme-là, on est sur une phase de croissance entre 2010 et 2014, phase durant laquelle les pouvoirs publics, les services de police, de gendarmerie ont accéléré la communication et on considère qu'à compter de 2014, les périodes de sensibilisation qui ont été faites ont permis de faire baisser petit à petit le nombre de faits commis et du coup le préjudice a également baissé de manière assez importante, sachant qu'il y a également une phase un peu conjoncturelle. Les escrocs font des escroqueries contre les entreprises aux faux ordres de virement, mais ils s'adaptent aussi à l'actualité. Donc, typiquement, crise sanitaire, confinement, Covid, il y a maintenant 1 an et demi, les escrocs ont un peu ralenti sur les sociétés, se sont rabattus par exemple sur des escroqueries à la vente de masques. Donc, on n'était plus sur du faux vie, mais typiquement, des escrocs ont contacté des sociétés pour se faire livrer des masques qui ne sont jamais payés. Voilà. Donc, on a aussi un phénomène conjoncturel où les escrocs adaptent leur scénario. Donc, ils n'ont plus fait du faux vie, mais ils ont fait un autre type d'escroquerie. Pour autant, ça reste toujours très important. En 2019, on était quand même toujours à 204 millions d'euros qui étaient partis dans l'année, ce qui reste vraiment très, très, très important. Le constat, c'est que les très petites entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont toutes ciblées. Au départ, les escrocs ont favorisé les groupes du CAC 40, de grands groupes industriels, pour se faire remettre des virements de manière indue. Aujourd'hui, on assiste même dans des très petites entreprises à ce type d'escroquerie et avec des préjudices qui sont également très importants. On a eu récemment une société, une petite PME avec une quinzaine de salariés, vingtaine de salariés, c'est quasiment 1,5 million qui sont partis en à peine 4-5 semaines. Alors, les chiffres peuvent étonner. On se demande comment un escroc a réussi à se faire remettre 1,5 million en à peine quelques semaines. C'est justement l'objet de la diapo d'après, c'est la boîte à outils des escrocs. Parce que ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que vous avez en face de vous des professionnels. Alors, vous êtes le professionnel dans le domaine de spécialisation de votre société. Eux, leur société, leur travail quotidien, c'est d'escroquer les gens. Donc, c'est des gens qui ont des compétences d'acteurs, quasiment, c'est des grands acteurs, qui sont malins, intelligents, qui savent où chercher l'information, comment l'obtenir, manipuler également les gens. Donc, il faut garder à l'esprit que vous êtes face à des délinquants qui sont des professionnels du secteur, qui en ont fait leur métier au quotidien, et garder également à l'esprit qu'on n'est pas face à un escroc à la petite semaine qui va prendre un chèque et changer le montant, puis le mettre dans la boîte aux lettres pour son propre compte. Aujourd'hui, on est face à une délinquance organisée qui est internationale. Les escrocs agissent en France, mais peuvent être localisés à l'étranger, utilisent des moyens très complexes pour ensuite faire disparaître l'argent, qu'ils deviennent de plus en plus difficiles à tracer par les services de police, de gendarmerie et par la justice. Et aujourd'hui, s'il faut bien retenir aussi 2 choses, c'est bien ça, ce sont des pros et on est face à une véritable criminalité organisée
avec des structures organisées, des gens qui se répartissent les rôles, de qui va ouvrir des comptes bancaires frauduleux pour réceptionner l'argent qui a été escroqué, qui va se faire l'escroquerie, appeler la victime pour la convaincre de faire un virement frauduleux, ainsi de suite. Donc de garder à l'esprit qu'on est face à des professionnels. Ces professionnels, ils s'appuient notamment sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui fonctionne en 2 temps. Un premier temps qui va être sur de la prise de renseignements. Alors la prise de renseignements, ça peut être tout simplement l'analyse de l'environnement de la société déjà en source ouverte, sur Internet. On peut trouver pour certaines sociétés des PowerPoint de présentation de projets stratégiques. On peut trouver tous les organigrammes, parfois avec les noms, les coordonnées, les numéros de téléphone des salariés de la société. On peut trouver également parfois, pour faire la promotion de la société, les gros contrats qui ont été signés avec par exemple, pour une entreprise de BTP, la construction du gymnase d'une commune. On peut trouver également les noms des différents fournisseurs, voilà, des clients. On peut trouver évidemment le nom du commissaire aux comptes assez facilement. Voilà, toutes ces informations-là, elles sont accessibles pour beaucoup de façon obligatoire. On peut retrouver sur les CABIS les mentions légales obligatoires, évidemment. Pour d'autres, elles ne sont pas nécessairement obligatoirement, elles doivent pas nécessairement être publiées sur Internet, mais l'entreprise fait le choix, soit par négligence de les laisser accessibles, soit par souci de communication extérieure, divulgue des informations pour assurer une promotion de l'entreprise. Le problème, c'est que ces informations-là, c'est de l'or pour un escroc, puisque c'est ce qui va lui permettre de rôder, de fiabiliser son scénario d'escroquerie. Et quand il va lancer son attaque sur la société, quand il va tenter d'obtenir un virement indu, c'est autant d'informations dont il va se servir pour convaincre son interlocuteur de faire le virement. Je reviens sur un point un peu particulier. On parle beaucoup de cybercriminalité aussi aujourd'hui. En termes d'escroquerie aux faux ordres de virement, alors ça existe, il peut y avoir des intrusions dans les systèmes d'information d'une société pour capter du renseignement à caractère financier et ensuite servir d'aide à l'attaque. Aujourd'hui, quand même, sur ce type d'escroquerie-là aux faux ordres de virement, ce qu'on constate surtout, c'est plutôt de la négligence ou tout simplement l'expérience des escrocs qui arrivent à obtenir des informations de leurs interlocuteurs au téléphone. Mais le principal mode opératoire, c'est vraiment un travail sur l'humain et un travail de recherche de renseignement. Le travail sur l'humain, ça passe par la manipulation psychologique. C'est contacter un service comptable, récupérer des infos auprès du service comptable, par exemple sur une facture impayée, en se faisant passer pour un fournisseur de la société contre laquelle on va lancer une attaque. C'est récupérer le maximum d'informations téléphoniques auprès de différents interlocuteurs. Ça peut être appelé l'expert comptable qui est externalisé de la société pour obtenir des infos, ou ça peut être tout simplement appeler un client d'une société pour obtenir là encore des infos. Donc vraiment le cœur des faux vies, des escroqueries aux faux vies, c'est cette information-là, arriver à la convertir pour convaincre à l'issue l'interlocuteur. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle des faux vies sur un aspect très théorique, sur le fait que c'est une escroquerie et que les escrocs se servent de l'information pour obtenir in fine un virement, parce que dans le cadre des faux vies, c'est ce qu'ils cherchent, c'est un virement bancaire de la victime vers un compte bancaire qui leur appartient. Aujourd'hui, j'ai oublié de vous présenter ça, on est sur des escrocs qui s'appuient sur des sites comme etatmajor.com pour des grosses sociétés, qui s'appuient sur Infogreffe, sur Facebook et ainsi de suite. Donc vraiment toutes ces sources ouvertes-là. Donc aujourd'hui, je voulais présenter de manière théorique le faux vie, c'est se faire remettre de l'argent à l'insu de la victime, de la société victime. Pour cela, l'escroc va créer un scénario. Le scénario, évidemment, il est variable, il est évolutif. Tout à l'heure, Lilian évoquait l'escroquerie au faux président. C'était les tout premiers faux vies qui ont été lancés. Alors, je vais vous les évoquer. Ça paraît tout bête quand on en parle. On se dit, c'est tellement gros qu'il faut vraiment être idiot pour se faire avoir. Mais je vous le redis, les gens
qui commettent ces escroqueries sont des professionnels et malheureusement, parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Sans évidemment oublier le fait que parfois, c'est pas gros du tout et c'est tellement bien fait que c'est presque imparable. Donc la première escroquerie, c'est l'escroquerie au faux président. C'était à l'époque principalement le directeur général ou le président de la société ou le chef, le gérant de la société qui appelle un collaborateur, souvent du service comptable, qui a la main sur des possibilités de virement, qui se fait donc passer pour le directeur général ou pour l'avocat de la société et qui contacte, alors soit par mail, par téléphone ou les deux, contacte le service comptable et cible une personne particulière de ce service. Après avoir fait tout le travail d'ingénierie sociale, d'environnement de la société, ils ciblent une personne et ils vont s'attaquer à cette personne en lui disant bonjour monsieur untel du service comptable, c'est votre directeur général monsieur untel. Je vous appelle car nous sommes en train de faire une OPA, par exemple, sur une société en Asie, à Hong Kong. Cette OPA, évidemment, est très confidentielle dans le cadre des conditions fixées par l'AMF. Si on en parle, ça va de tout faire capoter, donc il faut que tout cela reste confidentiel. Et dans le cadre de cette OPA, j'ai besoin que vous me libériez d'urgence X centaines de milliers d'euros ou millions d'euros sur un compte bancaire dont mon avocat, enfin l'avocat de l'entreprise va vous transmettre les coordonnées. Et je vous demande évidemment d'en parler à personne parce que j'ai confiance en vous. Vous êtes la personne de la situation pour faire ce virement-là. Je n'ai confiance qu'en vous. Surtout n'en parler à personne et faites le virement le plus rapidement possible car c'est également la pérennité de la société qui est en jeu. Mais c'est un scénario où on commence à être assez offensif, convaincant et l'objectif, c'est que la personne en face éteigne un peu tous les réflexes internes qu'elle pourrait avoir, de se dire est-ce que j'en parle à mon bureau d'à côté, à mon chef. Là, l'escroc fait tout pour isoler la victime et lui faire comprendre qu'elle ne doit en parler à personne parce que c'est quelque chose de très confidentiel. Vous voyez, un réflexe aussi un peu de flatterie, de flatter l'ego de la personne qui était ciblée dans la société pour obtenir d'elle qu'elle fasse ce virement. Et donc, pendant très très longtemps, pendant de nombreux mois, de nombreuses sociétés, notamment du CAC 40 ou des grands groupes français, ont procédé à des virements de plusieurs centaines de milliers d'euros, de plusieurs millions d'euros cumulés vers des comptes basés à l'étranger parce que quelqu'un du service comptable ou autre avait été persuadé de faire un virement sur un RIB sur un compte bancaire de destination qui n'était pas connu de la société au départ, mais pour assurer cette fameuse OPA ou une fusion. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le premier scénario. On l'appelle au président parce qu'on usurpe le président ou les fonctions du directeur général ou autre, mais c'était le premier mode opératoire. Alors, il y a eu beaucoup de communication à ce sujet-là, et les escrocs sont aussi adaptés parce que, évidemment, ça ne marche pas à chaque fois. Plus on sensibilise les entreprises, et puis les grands groupes industriels ont commencé à faire de la formation interne là-dessus, mettre des pare-feux. Donc, le scénario marche un peu moins bien. Donc, il y a eu des variantes. Alors, il y a eu l'escroquerie au test informatique ou au service hotline de la banque. Tout simplement, c'est par exemple la banque qui vous demande de faire des virements test vers un compte de destination. Donc, on vous dit, vous allez virer 1 centime, 2 centimes pour tester. Vous enregistrez le RIB. Et puis, tout d'un coup, l'escroc va vous dire, attendez, on va faire un test, vous m'envoyez 100 000, puis je vous les renvoie dans la foulée. Donc, là encore, il y a quelques personnes qui se sont fait avoir. Aujourd'hui, ce qu'on constate le plus dans l'actualité aujourd'hui, c'est je pense pour moi la forme la plus évoluée et puis la plus malicieuse des faux-vies, c'est l'escroquerie au changement de coordonnées fournisseurs. Alors celle-là, elle est toute simple. On ne se fait plus passer pour le directeur général ni le président de la société victime. Cette fois-ci, on se fait passer pour un fournisseur. Et on indique à la société que suite à un changement de banque, le fournisseur a changé de coordonnées bancaires
Et donc, en se faisant passer pour le comptable de la société ou le dirigeant de la société, on transmet un nouveau RIB. Ce nouveau RIB-là, la plupart du temps, il correspond évidemment il correspond systématiquement au compte des escrocs, hein. Ça peut être un compte en France. La plupart du temps, c'est un compte à l'étranger pour faciliter ensuite l'évacuation des fonds. Et parce que c'est parfois aussi plus difficile d'ouvrir un compte en France que dans d'autres pays européens. Mais c'est la plupart du temps un compte à l'étranger au sein de l'Union européenne dont les coordonnées sont communiquées pour se faire payer les prochaines factures qui correspondent aux factures à régler au fournisseur Intel. Donc, par exemple, l'entreprise A qui a travaillé pour l'entreprise B va faire changer son RIB. Ce qui se passe, c'est qu'avec les délais de paiement accordés aux sociétés, le fournisseur va parfois mettre du temps à se rendre compte que ces factures ne sont plus réglées. Donc, on va s'écouler peut-être 1 mois, 2 mois, parfois un peu plus, avant qu'il prenne le temps de contacter son client et lui dire: «Attendez, nous, ça fait plusieurs mois qu'on travaille pour vous, on n'est jamais payé, c'est quoi ce problème? Qu'est-ce qui se passe?» Donc souvent, c'est pour ça aussi que c'est un mécanisme assez pernicieux, c'est que le RIB va être changé au niveau comptable dans la société victime. Ce RIB-là va servir de destination au paiement de plein de factures et le temps que le fournisseur se rende compte qu'il n'est pas payé, c'est autant de factures qui vont être réglées aux escrocs et pas aux fournisseurs. Donc là, évidemment, c'est un peu une problématique massive parce que quand on arrive sur des virements à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 € qui sont répétés 4, 5, 6 fois, on peut vite arriver 4 fois 50 000 à 200 000 € de trésorerie qui partent dans les poches de l'escroc et pas dans les poches du fournisseur. Parce que le problème, c'est que la société qui est victime, hein, qui a fait ces virements frauduleux sans s'en rendre compte, à la fin, elle doit quand même aussi payer le fournisseur. Donc, vous donnez 200 000 € aux escrocs, mais votre fournisseur, il attend toujours les 200 000 € que vous devez lui payer. Donc, c'est une véritable problématique pour les entreprises, puisque derrière, selon la taille de la société, on ne va pas absorber de la même manière ce préjudice-là. Tout à l'heure, j'évoquais une société qui a été victime à hauteur d'1,4 million. Sur une PME, le dirigeant, évidemment, commençait à se demander comment il allait faire pour maintenir la survie de sa société. Toute la trésorerie était passée, toutes les disponibilités, des comptes classiques de la société jusqu'au placement qu'avait pu faire l'entreprise. Donc, il y a des enjeux très forts derrière et des enjeux humains aussi qu'il ne faut pas négliger, puisque le collaborateur au service comptable ou autre qui a procédé au changement du RIB et après aux différents virements sur ce RIB frauduleux, derrière, c'est une faute quand même lourde, un risque pour l'ensemble de la société sur le maintien de l'activité et donc des salariés, et également un véritable sentiment de culpabilité pour la personne qui a été maître d'œuvre de tout ça à son insu, avec un risque humain parfois qui a pu aller jusqu'au suicide, donc c'est aussi une vraie problématique à ce niveau-là. Pour avancer, je vais passer à l'escroquerie au faux ministre, notamment le faux Le Drian. Alors, on en a beaucoup parlé dans la presse ces derniers temps, puisqu'en 2020 a eu lieu un procès avec condamnation d'un certain nombre d'individus qui avaient été identifiés comme étant les auteurs de cette escroquerie. Je pense notamment à M. Gilbert Chicli, qui a souvent défrayé la chronique comme étant l'un des principaux créateurs et instigateurs des escroqueries aux faux ordres de virement. L'escroquerie au faux ministre, là encore, vous avez une petite photo qui paraît toute bête. Alors, la qualité n'est pas terrible, mais c'est fait exprès. Il faut voir M. Le Drian derrière tout ça. Donc, M. Le Drian, en fait, derrière M. Le Drian, évidemment, c'est un escroc qui porte un masque en latex, avec une décoration, je ne suis pas convaincu que ce soit celle du bureau à l'époque du ministre des Affaires étrangères, de la Défense, pardon, mais puisqu'à l'époque il était au ministère de la Défense. Mais en tout cas, une déco qui est assez amusante, hein. Il y a le drapeau français, il y a un gros téléphone, on ne sait pas très bien à quoi il sert, mais je pense que les escrocs ont pris beaucoup de plaisir à faire cette escroquerie-là. Et M. Le Drian contacte par Skype des grosses entreprises, des hommes d'église ont été appelés, des entreprises importantes, des châteaux du Bordelais
des châteaux viticoles ont également été appelés. Et M. Le Drian leur explique que ces sociétés-là, que ces gens-là sont essentiels pour la France, qu'on a besoin d'eux pour payer la rançon d'otages qui sont tenus en otage par Daesh, soit en Afrique, soit au Moyen-Orient, et que comme la France ne paye pas de rançon, on passe par des intermédiaires, donc typiquement une grosse société française ou un gros château viticole bordelais ou autre, pour payer la rançon à notre place, et que la France leur sera éternellement reconnaissante avec, on va dire, des avantages d'un autre type qui pourraient leur être accordés in fine. Ce faux Le Drian, il y a eu quand même pas mal de gens qui se sont fait avoir. Il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont pu être extraits comme ça par les escrocs des mains d'entreprises françaises. Et là encore, vous voyez, le scénario a évolué. Il y a des coordonnées de fournisseurs qui sont changées. Maintenant, c'est le faux ministre qui demande à se faire un virement pour sauver des otages en Afrique ou ailleurs, ou pour d'autres demandes. Mais voilà, vous voyez, le faux-vie, la base, c'est convaincre quelqu'un de faire un virement, et après vient tout le décorum qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc, le travail des escrocs, c'est de trouver le scénario qui va être le plus fort, le plus fiable, et qui va permettre de rapporter le plus d'argent. Aujourd'hui, l'escroc, qu'est-ce qu'il cherche? C'est se faire remettre de l'argent le plus possible en demandant des efforts les moins importants possibles. Donc aujourd'hui, ces scénarios-là, le faux Le Drian, a priori, il y en a quand même beaucoup moins. L'escroquerie au changement de coordonnées fournisseurs, c'est celui que nous, on retrouve le plus au niveau police judiciaire, mais également au niveau de la gendarmerie nationale. Et on retrouve encore de temps en temps le faux président, ponctuellement, mais les opérations de communication régulières ont fait que ce phénomène-là du faux président était quand même parti un peu en retrait. Donc c'est surtout pour moi la plus grosse vigilance aujourd'hui, c'est le changement de coordonnées fournisseurs. Donc les escrocs, la boîte à outils, c'est des choses toutes simples, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du travail sur l'environnement, l'analyse de la société par différents vecteurs, mais c'est également les usurpations d'identité. Alors là, c'est l'usurpation par exemple d'un ministre, d'un agent des impôts, ça peut être plein de choses de ce type-là. Ça peut être l'imitation de la signature du chef d'entreprise, ça peut être tous ces éléments-là, évidemment. C'est le recours massif aux nouvelles technologies et à l'Internet. L'objectif pour les escrocs, il est double, hein. Les nouvelles technologies, c'est évidemment pour chercher de l'information, c'est également pour essayer de fiabiliser leur escroquerie. Un point de vigilance, par exemple, c'est sur deux choses. La première, c'est sur l'utilisation de boîtes mail frauduleuses. On constate beaucoup, par exemple, l'utilisation de boîtes mail dans lesquelles les escrocs ne changent qu'une ou deux lettres par rapport à l'adresse mail du fournisseur dont ils vont usurper l'identité pour ensuite commettre l'escroquerie contre la victime. Typiquement, ils vont acheter un site internet avec un mot qui est très proche de celui de l'entreprise. Alors, je sais pas, je prends une entreprise au hasard, mais mettons par exemple, typiquement police nationale, ils vont rajouter un S à police, un S à national, et puis comme ça, ils vont créer un site avec un hébergeur et puis des adresses mail qui correspondent. Et derrière, ils vont envoyer des mails, police nationale avec un S, à leurs victimes. C'est un exemple, hein, la plupart du temps, c'est plutôt des sociétés, évidemment, mais on appelle ça le typo-squatting. Ils modifient juste une petite lettre à droite, à gauche, pour que la personne qui va recevoir le mail qui contient déjà les techniques d'accroche de l'escroc sur sa victime, que la victime ne se rende compte de rien et pense avoir effectivement affaire à la police nationale et non pas les polices nationales. Donc il y a ce recours-là. Ils ont recours également à des techniques pour dissimuler leur numéro de téléphone, donc qui passe par ce qu'on appelle la VoIP, qui permet de prendre le numéro de téléphone d'une société partenaire ou d'une société qui vont dissimuler. L'escroc n'appelle pas du tout depuis la France, hein, il appelle par Internet, alors soit depuis la France, mais aussi depuis un pays étranger. Là encore, l'objectif, c'est de dissimuler son mode d'action, d'un côté pour que la victime se fasse avoir plus facilement,
Le deuxième objectif, c'est compliquer le travail de la police, puisque en passant par des numéros Internet, pour nous, c'est également plus compliqué de remonter la trace de l'escroc. Donc voilà, donc des technologies toutes simples qui sont accessibles à tout le monde, celles-ci. Aujourd'hui, on a eu une très petite occasion, le recours à un mode opératoire un peu particulier, que je vais vous présenter simplement pour vous dire que voilà, les escrocs aussi s'adaptent avec les nouvelles technologies et que ce qui est vrai aujourd'hui peut évoluer demain avec un recours à une autre technologie. Et donc typiquement, voilà, la prochaine diapo, c'est ça. Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. It's done. All done, folks. I took care of it. It took 30 years to eradicate this horrible disease, which killed so many people. So many. So sad. But today, it's finished. All over. AIDS is finished. I made not just America great again, but the world, folks. Donald Trump did it. Donc, alors, vidéo un peu particulière, vous avez bien compris qu'évidemment, ce n'était pas Donald Trump, c'était le recours à des techniques de deepfake et deep voice qu'on peut voir par exemple sur TF1 avec Nicolas Canteloup qui fait des deepfakes de manière régulière tous les jours sur TF1. Là, on le voit bien, la voix est usurpée, c'est des montages de voix qui sont faits par ordinateur, couplé à une analyse des vidéos de Donald Trump qui permet de bouger le visage de Donald Trump et de le raccorder avec ce qu'il dit pour faire passer un message qui évidemment est faux, tout en se disant qu'effectivement c'est Donald Trump qui parle. Donc aujourd'hui, évidemment, ce genre d'escroquerie, on n'en a pas encore eu ce recours-là au deepfake, deep voice beaucoup, mais typiquement, on pourrait avoir un jour le directeur général d'une société dont la voix est enregistrée à plusieurs reprises par des vidéos qu'on peut trouver sur Internet, s'il participe à un séminaire ou par des appels téléphoniques qui pourraient être faits sur sa ligne, ainsi de suite. Voilà. On pourrait avoir un jour quelqu'un qui usurpe la voix du directeur général pour demander, avec un scénario qui est toujours le même, ce que j'ai évoqué précédemment, mais demander par exemple à quelqu'un de son service un virement frauduleux vers le compte des escrocs. Donc là encore, c'est un peu anecdotique, je vous le montre aussi pour que vous ayez en tête ça, que ils ont recours aux nouvelles technologies. Il faut également faire attention à tout ça. Pour toujours garder en fil conducteur, vous avez affaire à des professionnels. Je voulais vous montrer quelques petits exemples d'escrocs et du matériel qu'ils peuvent utiliser. Alors là, ce n'est pas exclusif aux fourvis, c'est plutôt pour les escroqueries au préjudice de particuliers. Mais typiquement, vous avez le bureau d'un escroc un peu artisanal, ça peut être d'une chambre ou d'un bureau comme celui-ci, évidemment, ça ne demande pas de moyens importants, mais on a aussi des moyens parfois de type industriel. Alors, la vidéo que je vais vous présenter maintenant, c'est une vidéo qui a circulé essentiellement pour des escroqueries à l'investissement, et les gens qu'on voit sur la vidéo, en fait, travaillent dans un call center, et ce call center passe sa journée à démarcher des victimes pour les convaincre de verser de l'argent de manière indue aux escrocs. Donc l'objectif, c'est de vous montrer qu'il y a aussi des moyens, que les escrocs ont de l'argent, que cet argent, ils le réinvestissent aussi dans leur petite entreprise quotidienne d'escroquerie, et qu'on arrive parfois, ça devient un peu, ça peut parfois faire ouvrir grand les yeux de se dire qu'ils ont ces moyens-là. Hello, my name is Yasin Tabakov and I'm one of the first employees and current manager of sales in ENG Finances.
Donc voilà, donc ça c'était un call center qui a été découvert sur un dossier d'escroquerie au préjudice de particuliers qu'on dit à l'investissement, mais on est grosso modo sur des équipes qui sont avec une certaine porosité. Ce qu'ils peuvent faire un jour contre les particuliers, ils peuvent le faire le lendemain contre les entreprises. Voilà, l'objectif c'était de vous montrer, là encore, c'est un call center avec beaucoup de salariés qui travaillent à temps plein pour faire des escroqueries, toujours en s'amusant, puisque vous avez pu le dire peut-être à un moment donné dans la vidéo, il y a écrit donc le monde est un terrain de jeu au quotidien. Donc, pour les escrocs, effectivement, le monde est un terrain de jeu quotidien et leur objectif, c'est gagner de l'argent à votre insu. Alors, j'espère que vous avez à peu près cerné maintenant ce qu'était une escroquerie aux faux ordres de virement et surtout à quel point ça pouvait être dangereux pour vous. Sur quoi je voulais maintenant vous sensibiliser, c'était sur comment détecter une attaque, s'il y en a une, comment on peut s'en prémunir, comment on doit réagir si on a été victime, malheureusement, si la société a été victime, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, sur les signes d'une attaque, vous l'aurez compris au gré des différents scénarios que j'ai pu vous proposer, vous présenter. La première chose qui doit interpeller, c'est souvent quand on doit faire un virement international qui n'est pas planifié, qui est inhabituel. C'est également quand on peut demander le changement d'un RIB intempestif pour un fournisseur, évidemment. Dans les deux cas, virement international évidemment à l'étranger, mais ça peut aussi être un virement en France qui n'est pas planifié, qui est encore une fois inhabituel. Et le changement de RIB, c'est pareil, ça peut être un RIB avec un compte à l'étranger, mais également un compte en France. Donc là encore, vigilance sur ce type de changement un peu particulier qui peut arriver évidemment dans les relations classiques d'une société avec ses clients et ses fournisseurs, mais sur lequel il faut évidemment être vigilant. Dans les différents scénarios que je vous exposais, vous en aurez un extrait après sur un audio qu'on a pu enregistrer entre un escroc et sa victime. Souvent, ce qui est évoqué, c'est l'urgence, parce que l'escroc, plus le temps file, plus c'est du temps durant lequel la victime va peut-être prendre conscience qu'elle est manipulée. Donc souvent, il demande à ce que tout ça soit fait en urgence, pour que l'argent arrive rapidement sur les comptes de l'escroc, qu'il puisse les faire partir. Ils cherchent toujours à isoler la cible, la personne qu'ils ont ciblée comme étant un maillon faible dans la société. Ils cherchent à l'isoler de sa hiérarchie, de ses autres collègues, en lui demandant d'en parler à personne. Là encore, quand un salarié du service comptable, on lui dit surtout t'en parles pas à ton chef parce que ton chef c'est moi le directeur, tu changes les coordonnées bancaires et t'en parles à personne. Là, il faut évidemment ne pas s'isoler et en parler aux autres. Quand on demande toujours de la discrétion, là encore c'est pareil, la discrétion n'exclut pas les comptes rendus hiérarchiques, puisque par principe, si le salarié est au courant, soit N+1, en principe, devrait l'être également. Souvent, dans les modes opératoires, les escrocs en font beaucoup, ils vont dans le détail, ils ont fait, je vous ai expliqué, tout un travail de recherche d'environnement de la société, de comment elle est organisée, comment sont constitués les organigrammes. Ils ont pu avoir accès parfois au nom des salariés, être allé voir sur LinkedIn ce que fait le salarié dans la vie, ce qu'il a fait avant. Ils peuvent avoir parfois accès à Facebook avec des comptes de personnel, de dirigeants, de salariés qui sont pas privés, qui sont accessibles publiquement. Et ils peuvent voir par exemple que le directeur est en vacances en ce moment, donc c'est le meilleur moment pour aller appeler le service comptable. On a eu le cas dans un dossier, un directeur qui était des obsèques. Les escrocs, on avait eu l'information par leurs différents travails d'environnement de la société, et ils ont appelé évidemment pile le jour où le directeur était absent pour solliciter un virement. Donc voilà, c'est des demandes avec beaucoup de détails, dans un style inhabituel. Le recours à la flatterie, tout à l'heure je vous en parlais, il y a une phrase qui est très connue, c'est « je compte sur vous », qui a fait l'objet d'un film justement sur les escroqueries aux faux ordres de virement et notamment sur la vie de Gilbert Chicny, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, un des principaux créateurs de ce type de scénario. Donc le recours à la flatterie, parfois ils savent aussi mettre un coup de pression aux salariés en disant que s'il ne fait pas ça très vite, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu, qu'il ne veut quand même pas avoir sur la conscience le dépôt de bilan de l'entreprise ou sa liquidation.
Et donc, un petit coup de pression qui va faire un peu donner un effet tunnel aux salariés ou à la personne concernée et qui va faire abstraction du respect un peu du bon sens et des règles, des procédures internes à l'entreprise si elles existent et qui va le convaincre de ne pas respecter ce qui se fait d'habitude dans l'entreprise. Et puis évidemment, comme je vous disais, l'usurpation d'identité d'une personne de confiance, ça peut être l'avocat, le cabinet d'avocat de l'entreprise, ça peut être le directeur général, ainsi de suite. Donc, tous ces signes-là doivent alerter, on doit se poser les bonnes questions. Alors évidemment, vous n'avez pas tous les jours des escrocs qui vont vous appeler, heureusement, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et parfois, face à une demande un peu particulière, il faut se dire, c'est quand même bizarre là ce qu'on me demande. J'en parle à mon voisin, j'en parle à mon chef avant de faire n'importe quoi et de le regretter. Je vais vous diffuser un petit enregistrement. Soyez pas surpris, j'ai bipé les aspects qui concernent l'identification des victimes et de la société victime. Mais vous allez voir, c'est un enregistrement dans lequel l'escroc parvient à faire un virement de près de 800 000 euros à la personne avec laquelle il est en contact. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame Rita. Rita, s'il vous plaît. Oui, je suis au téléphone. Oui, bonjour. Vous êtes madame Ouais, c'est ça. Oui, bonjour. Monsieur Eugène à l'appareil. Pierre Eugène, comment allez-vous? Société Word. Très bien, merci. Comment je peux vous aider? Bon, alors dites-moi, vous avez reçu un ordre de paiement de 886 000 euros, c'est ça? Je ne sais pas pour quel fournisseur, c'est ça, les paiements? Oui, pour Hong Kong, oui. 886 270 euros, c'est ça? Vous l'avez reçu de la part de Marc. Ah, attends, il faut que je les cherche de la Wurt France, vous me dites? Un moment, s'il vous plaît. Voilà. La société s'appelle Énergie. Ah oui, d'accord, je l'ai trouvé. Oui, il est arrivé hier, mais c'est possible que vous m'envoyez encore des coordonnées comme téléphone, email et des choses comme ça. Oui. Alors justement, comme c'est un paiement exceptionnel, d'accord? Ouais. Donc les papiers vont arriver demain ou après-demain. Ouais. Donc vous le faites partir quoi qu'il arrive, c'est très urgent et vous recevrez donc les documents adéquats d'ici 48 heures, d'accord? Parce que c'est un paiement très important et c'est une société dans laquelle nous sommes sur une élaboration de marché international. Ok. Et j'ai pas compris ça. À quelle heure je recevoir les coordonnées, pardon? Vous recevez ça normalement demain, toutes les coordonnées, etc. Je m'en occupe personnellement. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je peux vous donner mon adresse email, comme ça vous pouvez m'envoyer. Oui, on a tout ça déjà, ne vous inquiétez pas, madame. Ah, vous avez déjà ça. Ah, ok, d'accord. On a tout ça. Donc, très important, vous le faire partir immédiatement, le virement. Ok, d'accord. Vous envoyez l'email à madame Rey, comme quoi que vous avez bien fait partir le virement, d'accord? Ok, d'accord. Je compte sur vous, faites-le partir tout de suite, c'est très important. Ok, d'accord. Voilà. Je vous remercie. De rien. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bon, vous l'avez compris, là, il y a 800 000 et quelques euros qui sont partis. Vous avez vu le processus petit à petit dans l'audio du scénario de l'escroc. Alors là, il se fait passer pour un fournisseur qui a besoin d'un virement en urgence, avec un petit coup de pression sur la fin de la vidéo où l'interlocutrice doute un peu, elle demande quelques documents supplémentaires pour pouvoir valider les choses, ainsi de suite. Et l'escroc rebondit tout de suite, lui coupe la parole, devient un peu plus insistant, un peu plus agressif également dans son ton, et tout simplement lui rappelle qu'il y a des enjeux très importants derrière qui dépassent largement le simple fait de se faire remettre une facture par mail, ce qui peut attendre le lendemain, que là l'urgence est de faire partir l'argent. Donc vous voyez, c'est quand même assez bien huilé.
Et comme je vous le disais, ça peut paraître parfois gros, mais en fait, dans la situation, pris dans le travail du quotidien, avec beaucoup de demandes, quelqu'un de très sollicité, parfois ça passe. D'autres fois, l'entreprise se rend compte de la supercherie et ne donne pas suite à la demande de virement, mais malheureusement, ça arrive quand même assez souvent. Alors, pour boucler cette présentation, quelques bons réflexes à avoir, hein. Je vous ai sensibilisé sur les principaux signaux qui peuvent alerter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir au niveau de sa société? Évidemment, un grand groupe, une grosse entreprise va pas avoir les mêmes moyens à allouer à ces problématiques-là. Pour autant, on le voit bien, les conséquences sont parfois considérables pour une TPE, pour une PME, plus que ce qu'elle pourrait être pour un grand groupe. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a des procédures en interne pour ce type de demande, hein? Comment fonctionnent les virements dans la société? Comment on paye? Qui paye? Est-ce qu'il y a des seuils qui sont fixés par niveau de responsabilité? Est-ce que n'importe qui peut faire un virement de X centaines de milliers d'euros? Ou est-ce que tout ça est normé? Est-ce qu'on a défini un protocole en interne? Et la deuxième question, à partir d'un certain seuil ou à partir d'un mode opératoire particulier, par exemple changer un RIB, est-ce qu'on a un principe de double validation? Est-ce que tout cela est déjà existant dans la société? Est-ce qu'on a acté ces processus-là? Est-ce qu'on a fait une procédure écrite ou pas? Donc, s'il n'y en a pas, c'est peut-être bien aussi de se poser la question, de le mettre par écrit, que tout cela reste aussi confidentiel, hein. L'objectif, c'est que seuls les gens qui ont besoin de faire les virements ou de les valider ou de les contrôler, que ces personnes-là soient les seules ayant connaissance du processus et du protocole en interne pour ces exécutions de virements ou de changement de RIB, et que tout le monde n'ait pas accès à ces infos-là. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure. L'escroc peut très bien appeler la société en se faisant passer pour X ou Y et contacter n'importe quel salarié pour lui demander comment se passe l'exécution des virements. Alors évidemment, ça sera fait avec beaucoup plus de finesse, mais si tout le monde dans la société est au courant de comment on exécute un virement, c'est autant de surface large pour l'escroc pour se renseigner. Donc évidemment, il y a ces questions-là à se poser. Est-ce qu'on a des procédures en interne? Il faut aussi sensibiliser les collaborateurs au risque d'escroquerie, évidemment au niveau des services comptables, qui sont souvent les plus exposés. Ce qui peut être également important, c'est d'assurer une veille sur les escroqueries aux entreprises. Alors ça ne demande pas évidemment de tous les jours vérifier s'il n'y a pas un nouveau mode opératoire, mais les CCI envoient des choses, les banques communiquent beaucoup. La police, la gendarmerie, on essaie de communiquer, comme aujourd'hui, de manière assez régulière. La presse est également sollicitée, alors malheureusement parfois parce qu'il y a eu des victimes conséquentes et donc on en parle, mais à d'autres reprises parce qu'elle se fait aussi le relais des services de police, de gendarmerie qui communiquent aussi là-dessus. Donc ça, voilà, essayer d'assurer une veille, de voir ce qui évolue. Vous l'avez compris, le faux président, ensuite c'est devenu, ça a continué d'exister, mais ils se sont adaptés. Il y a le changement de coordonnées fournisseurs aujourd'hui. Moi, j'ai eu le cas, on a eu le cas dans notre service d'une personne qui a quand même eu droit au faux président, qui a eu droit au faux Le Drian, quand même sur plusieurs années, voilà. Donc, elle s'est fait avoir une fois, la deuxième, elle s'est pas fait avoir. Et on se rend compte que, paradoxalement, elle connaît toujours pas, alors que ça fait 5 ans qu'elle est klaxonnée de manière régulière par des escrocs, qu'elle connaît pas le changement de coordonnées fournisseurs. Donc, quand on en parle, là, le dirigeant, il se dit oups, je vais peut-être en reparler parce que j'espère qu'on n'est pas en train de faire des virements à un escroc depuis plusieurs semaines sans le savoir. Donc là aussi, cette veille-là, elle est importante. Alors évidemment, ça rentre dans le quotidien d'un chef d'entreprise ou de salarié dans une société où évidemment, on ne pense pas tous les jours en se réveillant à ça, mais c'est à avoir de manière périodique à l'esprit de savoir est-ce qu'on est toujours à jour sur ces processus-là. Alors, cartographier les risques de fraude, voilà, les grandes entreprises, elles, l'ont fait à une époque, elles les tiennent à jour. Ça ne leur empêche pas parfois aussi de se faire avoir, quand même, je vous rassure. Mais c'est important, on peut aller plus loin avec des fiches réflexes de mise en alerte pour les modes opératoires. Quelque chose quand même d'important, vous l'avez bien compris aussi, que l'information, c'est de l'or pour les escrocs. Donc, point 4, maîtriser la diffusion des informations concernant votre entreprise. Qu'est-ce qu'on communique? Est-ce que c'est réellement nécessaire de sortir l'organigramme avec tous les numéros de téléphone accessibles en ligne sur le site de la boîte? Est-ce que
Est-ce que c'est important de viser les clients avec lesquels on travaille et les différents fournisseurs que l'on a? Voilà, ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important à se poser comme question parce que c'est autant d'informations communiquées. Et derrière aussi, c'est quand on met des documents en partage en ligne au sein de la société, est-ce que ces documents sont réellement confidentiels ou est-ce qu'ils peuvent être accessibles par n'importe qui? Et sur Google, vous tapez .ppt, vous allez retrouver plein de présentations PowerPoint de plein de sociétés sur des thématiques très variées. Mais parfois, vous pouvez trouver presque l'organisation du service comptable présentée en PPT sur Google. Voilà, donc, les escrocs connaissent ces modes de recherche. Et aujourd'hui, plus vous communiquez, moins vous maîtrisez votre communication et moins il y a de vigilance sur la sécurité des informations que vous communiquez, plus il y a de risques pour que les escrocs s'en servent contre vous. Évidemment, le point suivant, c'est la procédure téléphonique. On ne communique pas n'importe quelle information, n'importe comment, à n'importe qui au téléphone. C'est pas parce que monsieur untel vous appelle par téléphone avec un numéro français qui correspond à votre région ou à votre département que ce monsieur, c'est bien l'interlocuteur qui dit être. Là, il y a des procédures toutes bêtes. C'est quand on commence à demander des informations un peu particulières sur une société, sur l'organisation, sur ses factures ou sur plein d'autres choses, il faut avoir le réflexe du contre-appel, être capable de dire, bon là, quand même, il me demande quand même pas mal d'informations, je ne vais pas lui donner. Avant de lui donner, je vais contre-appeler l'entreprise dont j'ai le numéro et je vais appeler le numéro que je connais, pas celui que l'escroc m'a communiqué ou le numéro avec lequel il m'appelle. Parce que parfois, on a assisté à des victimes qui ont eu le réflexe de faire un contre-appel. Elles ont contre-appelé par prudence, c'était très bien, en pensant bien faire, sauf que elles ont rappelé les escrocs. Donc là, en termes de fiabilisation de l'escroquerie, on est au top parce que la victime pense rappeler le vrai interlocuteur et en fait, elle n'a pas pensé qu'elle était en train de rappeler le numéro que les escrocs lui avaient envoyé 2 heures avant par mail en se faisant passer pour l'entreprise dont l'identité était usurpée. Voilà, donc vous voyez, pensez aussi ça. Ça demande du coup évidemment beaucoup de bon sens, faire preuve de bon sens au quotidien, savoir prendre du recul. Quand on nous dit que c'est urgent, prendre quand même le temps nécessaire. Alors évidemment, tout demande parfois des exécutions rapides, mais prendre le petit temps de recul pour objectiver la demande, savoir ce qu'il en est, et penser aussi à ne pas s'isoler, en discuter avec sa hiérarchie, avec ses supérieurs, quand on est sur des phénomènes quand même assez atypiques. Prendre le temps d'effectuer des vérifications, c'est ce que vous évoquez, c'est faire les contre-appels, c'est aussi faire les vérifications avec sa hiérarchie, expliquer ce qu'il en est, dites que vous avez eu un appel du directeur général qui demande un virement, et là, votre supérieur hiérarchique, en principe, doit rappeler le vrai directeur général ou le vrai gérant de la société pour avoir confirmation. En principe, là, ça se fait sur le bon numéro et pas celui, encore une fois, communiqué par les escrocs. C'est également veiller à la sécurité des accès aux services de banque à distance. On ne communique pas les coordonnées bancaires, de connexion et autres, quel que soit le motif invoqué par les escrocs au téléphone. Ça paraît évident, mais c'est au quotidien pour une société vrai, mais c'est tout aussi vrai pour un particulier. Les banques le rabâchent de manière assez régulière, si ce n'est quotidienne, sur ce risque-là, donc que ces informations-là sont confidentielles et qu'elles ne sont jamais demandées. L'étape d'après, sécuriser les installations informatiques, les accès à distance et les tester. Lilian l'évoquait tout à l'heure donc sur le processus cyber en cours sur la région. Il y a des gens, des sociétés qui ont des labels qui sont, on va dire, aussi plus honorables que d'autres en la matière. Donc, il y a des prestataires qui sont plus fiables que d'autres. Il faut aussi parfois avoir recours à ces prestataires extérieurs. Et ne pas hésiter parfois aussi à mettre en concurrence son prestataire par un autre prestataire informatique, tant sur le plan financier que sur la sécurité de ces réseaux. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les faux-vies, évidemment, peuvent passer par des cyberattaques avec l'introduction de moyens d'espionnage sur les serveurs, sur les systèmes d'information. La plupart du temps, c'est, comme je vous le disais aussi, surtout de l'information humaine. Je refais quand même un focus là-dessus. Quand on a des sociétés qui sont victimes d'escroqueries ou faiseurs de virements, bien souvent, elles pensent qu'il y a eu la complicité d'un salarié
ou qu'elles ont été victimes d'une cyberattaque, alors que tout bêtement, c'est pas de complicité, c'est le salarié qui s'est fait embobiner, ou tout bêtement, il n'y a pas eu de cyberattaque, les adresses mail n'ont pas été piratées, c'est simplement un mail qui usurpe l'identité de la société victime ou d'un de ses fournisseurs ou clients et qui a servi de porte d'entrée derrière pour récupérer de l'info. Alors évidemment, l'hygiène informatique, c'est quand même la base sur les faux-vies, mais comme pour tout, en termes de cybermenaces. Donc, on n'ouvre pas les pièces jointes n'importe comment. Est-ce qu'on a sur les adresses mail des filtres spam? Est-ce qu'on a un antivirus à jour? Est-ce que tout ça est en ordre de marche? Ou est-ce qu'on part de zéro? Et auquel cas, il faut quand même se poser des questions parce qu'on expose sa société à un risque qui est quand même très, très important. Et comme on l'a dit, et c'est le fil rouge aussi de cette présentation, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors évidemment, Fauvi, la psychose, à l'époque, il y avait eu pas mal de caricatures sur ces thématiques-là. Il vaut mieux parfois être plus prudent, comme sur la caricature, et faire les contre-appels, les vérifications, que d'avoir des regrets, parce qu'il y a 1 million, ou 400 000 euros, ou 300 000 euros qui sont déjà partis. Et pour arriver à la conclusion qui, je l'espère, ne vous arrivera pas, comment réagir face à une escroquerie aux faux ordres de virement? Vous avez été victime, l'argent est parti. Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est surtout, il faut être très, 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 très réactif. Aujourd'hui, l'argent circule de manière très rapide grâce à l'internationalisation et la mondialisation au niveau des échanges bancaires. Des virements peuvent être exécutés en moins de 24 heures. Donc l'argent circule très vite, circule d'un pays à un autre, que ce soit de la France vers d'autres pays européens, d'autres pays européens vers d'autres pays au niveau international. Et l'urgence, pourquoi? Parce qu'il faut être capable, dans un temps très court, de se rendre compte qu'on a été victime, de contacter sa banque et de faire le maximum pour essayer de bloquer les fonds là où ils sont. Si l'argent a quitté le compte bancaire de la société, qu'il a été crédité sur le compte d'une société destinataire en France ou à l'étranger, il faut être capable d'arriver à bloquer les fonds avant qu'une nouvelle opération de virement, qu'un nouvel ordre de virement puisse être exécuté et que l'argent disparaisse ensuite sur un nouveau compte de rebond et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'argent, nos victimes évidemment sont des victimes françaises avec des comptes en France, qui font des virements soit vers un compte bancaire de rebond en France, ça arrive assez régulièrement. Ce compte de rebond, l'argent part de la France ensuite vers un nouveau compte de rebond à l'étranger au sein de l'Union européenne. Et ensuite, l'argent, bien souvent, part notamment vers l'Asie, vers des comptes à Hong Kong. Et là, on assure difficilement la trace au niveau policier. Même mode opératoire, vous faites un virement vers un compte en Pologne, au Portugal, en Espagne. L'argent part donc sur ce compte au sein de l'Union européenne. L'objectif, c'est d'intervenir très vite pour que les fonds restent sur ce compte-là, qu'on soit capable, par la coopération bancaire, policière et judiciaire, à bloquer les fonds pour qu'ils puissent être récupérés et vous être reversés. Donc évidemment, voilà pourquoi il faut être réactif. Être réactif comment? C'est évidemment compte rendu en urgence à sa hiérarchie, qui souvent le découvre et vous fait prendre conscience que vous avez été victime d'une escroquerie. Donc le chef d'entreprise qui va annoncer au comptable pourquoi il n'y a plus d'argent sur le compte. Le comptable va lui expliquer tout fièrement, parce que vous m'avez demandé pour l'OPA, j'ai fait comme vous m'avez demandé, c'est super, tout est en règle. Et là, vous avez le chef d'entreprise qui se décompose. Donc, premier réflexe immédiat, on appelle son chargé d'affaires au sein de sa banque pour envisager avec lui en urgence les possibilités de récupérer les fonds. Souvent, les banques vont essayer de faire un recall, mais bien souvent, il y a une demande aussi de plainte qui est faite pour pouvoir justement derrière procéder, si les fonds peuvent être bloqués, aussi au rappel des fonds. Donc, la plainte est essentielle. C'est pour ça que nous, ce qu'on conseille aussi, c'est de prendre très rapidement attache avec la police ou la gendarmerie. Et plus particulièrement, notamment quand vous avez fait des virements de plusieurs dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros, demandez à être mis en contact aussi avec un service spécialisé, alors de police judiciaire pour la police ou une section de recherche pour la gendarmerie, parce qu'on est des services habitués notamment donc, au niveau des sections de lutte contre la criminalité financière à gérer ces problèmes-là. Nous mettre dans la boucle, c'est plus vous nous mettez tôt dans la boucle, plus
tôt, on peut nous aussi faire le nécessaire, à savoir vérifier si votre banque a bien fait une déclaration de soupçon à Tracfin, parce que la banque, en faisant une déclaration de soupçon à Tracfin va aussi pouvoir, en principe, activer ses homologues dans le pays étranger de destination des fonds pour leur signaler le compte comme étant un compte frauduleux. Donc, on peut vérifier que ça a bien été fait. Si ça n'a pas été fait, nous-mêmes, on peut activer notre réseau au sein de Tracfin pour voir ce qui est possible de faire en urgence. Activer aussi, nous, le réseau police au niveau international, nos relations avec les autorités policières étrangères et également avec les attachés de sécurité en ambassade, officiers de liaison ou SI, qui sont des relais policiers ou gendarmes dans les ambassades comme un point de contact avec les autorités étrangères. Donc, nous activer très tôt, ça permet de maximiser les chances de récupérer les fonds. Aujourd'hui, le délai qui est fixé comme étant un délai maximum pour réagir suite à un virement, c'est maximum plus 48 heures après l'exécution du virement. Selon après les jours fériés, les jours ouvrables, jours ouvrés, on peut grappiller quelques jours. Parfois, on a un peu de chance, l'argent est toujours sur le compte et on arrive à le récupérer. Mais au-delà de 7 jours, il y a quand même peu de chances de retrouver les fonds. Pour autant, le dépôt de plainte reste évidemment plus que conseillé et pour avoir une assistance au fur et à mesure de la police aussi dans la gestion de ce problème-là, pour que nous, on enclenche aussi notre phase d'enquête vraiment purement pénale, pas que de recherche de fonds, et de faire des rapprochements avec d'autres dossiers, d'autres victimes, voir les comptes de destination qui sont communs, et essayer de récupérer les fonds pour eux. Voilà, c'est conseillé également parfois de faire un dépôt de plainte dans le pays étranger, donc de se rapprocher dans ce cas-là d'un avocat en France, voir ce qui est possible de faire. Parce que voilà, si vous avez perdu 400 000 €, ça peut parfois valoir le coup de prendre attache avec un avocat du pays de résidence, de destination des fonds, qui lui va aussi pouvoir acter pour vous, travailler pour vous directement dans le pays, essayer de pousser les choses. Vous l'avez compris, l'objectif c'est de tirer tous les leviers possibles pour récupérer l'argent de votre entreprise et essayer de vous le rendre. Avec cette problématique, plus le temps file, moins on a de chances de récupérer d'argent. Voilà, aujourd'hui, la DTPJ Toulouse, entre 2018 et 2020, a récupéré à peu près 2 199 000 €. Sur la plupart des dossiers, des dirigeants qui s'en rendent compte très vite et on peut nous activer les différents réseaux que je vous ai évoqués pour rapatrier les fonds. À quelques exceptions près, on a pu récupérer des fonds sur des virements qui avaient été opérés à plus 7 jours, mais ça reste quand même très marginal et c'est pour ça que je vous invite, et je le redis, le principal moyen d'action, c'est évidemment de se défendre contre ce genre d'attaque, c'est de s'en prémunir. Et je vous renvoie du coup à toutes les sensibilisations que j'ai pu vous faire juste avant. C'est plus simple de ne pas se faire avoir que d'aller récupérer l'argent après en Chine, vous vous en doutez. Je vous mets quelques liens utiles, peut-être que je pourrais les faire passer après par mail par la CCI du Tarn pour vous les communiquer. Vous avez un site qui a été créé par la Fédération bancaire avec l'assistance de la PJ et puis d'autres organismes sur une sensibilisation avec des modules de formation qui ne sont pas inintéressants, où sont repris les différents modes opératoires, ainsi de suite. C'est plutôt ludique, ça ne prend pas énormément de temps, c'est directement accessible, il n'y a rien d'installé. Et ça permet de se reposer ces questions que je viens de vous évoquer et de les communiquer à vos salariés ou à vos services comptables pour voir est-ce qu'ils sont au courant de tout ça ou est-ce que tout ça est très nouveau pour eux. Quelques sites à garder en tête pour une veille, on va dire, périodique. Le site de l'ANSSI qui rappelle les bonnes règles tant sur le volet escroquerie, mais évidemment aussi sur tout ce qui est cybermenace. Et le site de la Fédération bancaire française. Là encore, mais parmi tant d'autres, la CCI, ainsi de suite, du Tarn et plein d'autres qui mettent à jour toutes ces informations. Donc voilà. Je vous communique également quelques informations pour nous contacter au niveau police judiciaire de Toulouse, mais vous pouvez aussi vous rapprocher de la gendarmerie si vous êtes sur la gendarmerie. De toute façon, quel que soit le secteur, police ou gendarmerie, on doit prendre votre plainte et vous épauler, vous appuyer dans la gestion d'une crise quand vous avez l'infovie qui est partie. En tout cas, pour la police, vous pouvez nous joindre sur le site cybermenace au pluriel-toulouse@intérieur.gouv.fr et puis un numéro qui est actif H24, 7 jours sur 7 pour signaler s'il y a des
des escroqueries au fourvier, vous serez renvoyé vers qui de droit. Donc voilà, donc vous serez en principe mis en relation pour le ressort de ex-Midi-Pyrénées avec la DTPJ de Toulouse et la division de lutte contre la criminalité financière. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. Il reste une petite demi-heure pour les questions. Je rends la parole à Lilian et puis je réponds avec plaisir à vos différentes questions. Merci beaucoup, Antoine. Peut-être un premier point, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Tracfin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors Tracfin, c'est un organisme de renseignement financier qui a été mis en place initialement pour lutter contre le blanchiment, avec différents acteurs économiques et financiers qui sont chargés de signaler à Tracfin des opérations atypiques qui peuvent laisser penser à du financement du terrorisme ou à du blanchiment d'infractions. Aujourd'hui, Tracfin existe en France, mais existe dans des centaines de pays. Donc, ils ont un réseau bancaire, Tracfin de renseignement financier, qui peuvent activer en parallèle du réseau bancaire de votre banque qui va contacter la banque de destination des fonds et qui peuvent appuyer du coup des demandes à l'étranger par leur homologue de renseignement financier pour essayer de bloquer les fonds. Donc c'est pour ça que Tracfin aujourd'hui est important. D'une part parce que quand vous êtes victime d'une escroquerie, c'est une infraction, hein. Donc votre banque normalement doit faire la déclaration de soupçon à Tracfin pour signaler ce compte comme étant un compte frauduleux. Et tout ça est rentré dans des bases de données de Tracfin qui sont recoupées pour voir s'il y a d'autres faits qui ont déjà été remontés par d'autres banques, ainsi de suite. Donc l'objectif initial, c'est du renseignement financier, c'est d'arriver à identifier des modes opératoires et des comptes frauduleux et puis partager cette information. Et in fine, on peut aussi on peut arriver aussi à obtenir une coopération entre pays par les réseaux Tracfin. Merci pour cette précision. Avez-vous des questions? C'est le moment ou jamais. On a un C parfait déjà, Antoine. C'est-à-dire que vous avez été limpide. J'ai essayé de tenir le temps pour laisser 30 minutes de questions. Ah non, mais on est dans les clous. Non, mais n'hésitez pas, c'est vrai qu'après, ce genre d'intervention, on essaie de les faire assez régulièrement. Les gendarmes le font aussi. Ce que je disais, hein, beaucoup de gens communiquent là-dessus. L'objectif, c'est de sensibiliser le plus possible et de manière assez régulière pour que ce qui est rentré par une oreille aujourd'hui ne ressorte pas tout de suite. Et si c'est ressorti, mais que ça soit rebrassé dans plusieurs semaines, plusieurs mois, par la presse, par une autre présentation. Ah, une question qui n'a rien à voir avec les faux mais qui est très intéressante parce qu'elle va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. La direction de l'entreprise discute de laisser le RIB pour nos clients via le site Internet pour qu'ils puissent payer leur facture au devis par virement. Est-ce dangereux ou pas? Ça reste une information qui est communiquée. Alors, le problème, c'est que typiquement, ce RIB-là, un escroc peut le récupérer. Contacter un des clients en disant « Bonjour monsieur, je suis la société Intel », puisque de toute façon, tout est sur Internet, sur le site. On a le RIB, attendez, je vous lis mon RIB. Donc, vous avez ce RIB-là actuellement, oui, très bien. Alors, je vous informe que ce RIB-là n'est plus bon. On le change et je vous donne mon nouveau RIB. Alors, avec un peu de chance, c'est un RIB en Pologne. Alors, peut-être qu'on va se poser une question, c'est bizarre quand même. Une entreprise de chauffage, de plomberie qui a un compte en Pologne, c'est étrange. Mais le problème, c'est que la société ne va probablement pas percuter, changer le RIB comme c'est demandé par la société qui l'a sollicité. Hein, c'est normal, on a le droit de changer son RIB. Et puis elle va procéder au paiement successif sur ce mauvais RIB. Donc oui, ça reste quand même assez problématique de mettre ces informations-là en ligne. C'est quand même plus simple de les communiquer sur des messages distincts, des factures qui peuvent être communiquées aussi. Moi, je pense que le mettre à part par un mail qu'on envoie à son client en lui disant on vous envoie la facture et puis vous faites le paiement sur le RIB habituel, c'est plus simple que de le mettre en ligne accessible à tout le monde, quoi.
Alors, réafficher les… Alors, vous inquiétez pas, je vous enverrai, remplissez-moi le questionnaire satisfaction et je vous en reverrai tous les éléments tous les bons liens, toutes les adresses mail pour que vous les ayez par la suite. Comme ça, vous embêtez pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, y a-t-il d'autres questions, des questions qui soient connexes à l'intervention? Vous avez fait peur à tout le monde, Antoine. Ouais, je vous anesthésiez là. Bon, donc là, tout le monde a vérifié les RIB. Ouais. Pour ça. Non, mais l'objectif, c'est pas de vous faire peur, c'est surtout, voilà, c'est un risque comme un autre. Hein. Il y a les risques incendie, il y a tous ces risques-là qui doivent être connus et reconnus en interne et pris en compte. Ouais, la psychose arrive. Ouais. Non, je pense que ce qui est le message le plus important, c'est dites-vous bien qu'à aujourd'hui, tout le monde a un risque. C'est plus seulement les grandes entreprises, c'est vraiment tout type d'entreprise a le risque, parce qu'on a affaire en plus à des gens qui sont de plus en plus, qui essayent d'industrialiser des process de plus en plus, et c'est beaucoup plus facile pour eux de s'en prendre des fois des petites structures. S'il n'y a pas de questions, à la limite, je peux juste faire un petit focus pour finir de vous faire peur aux charmants escrocs. Non, simplement vous mettre en garde aussi sur les envois de marchandises. Il arrive aussi que les escrocs n'aient pas envie de faire de faux vie et se disent tiens, je vais me faire passer pour un client qui fait une très grosse commande d'une marchandise. Alors, je sais pas, vous êtes producteur de café, il va vous commander 3 tonnes de café, il va vous dire qu'il demande des délais de paiement, est-ce que je peux ne pas verser la compte? Donc, vous allez vous dire c'est quand même bizarre, sauf que quand il se fait passer, moi je sais pas, pour Engie, pour EDF ou pour la banque postale, il vous fait croire qu'il achète 3 tonnes de café pour la société, vous lui envoyez et en fait il vous paye jamais. Alors ça arrive, hein, on se dit encore que c'est un peu idiot d'envoyer 3 tonnes de café sans jamais se faire payer. Moi, je l'ai vu récemment, une société qui est en contact avec Monsieur Goodluck par mail. Et Monsieur Goodluck demande à se faire envoyer plusieurs millions de marchandises qu'il n'a jamais réglées. Donc évidemment, la marchandise en plus a été livrée en Angleterre et la société s'est rendue compte au bout de 6 mois qu'elle n'avait jamais été payée et qu'elle continuait d'envoyer tous les 3 mois un camion rempli dans un parking de la banlieue de Londres qui était déchargé par des individus à la va-vite d'un camion à un autre. Voilà. Donc là aussi, vigilance sur ces genres de demandes un peu atypiques. Alors en question, je vois, est-ce qu'il y a des infos sur les évolutions des scénarios à venir, à part la presse? Eh ben, ce que je vous dis, alors souvent les banques émettent des alertes, les gros cabinets d'expertise comptable ou de commissaires aux comptes font des mises à jour aussi sur leur site internet, la presse en parle. On parle beaucoup pour les particuliers aussi sur les nouveaux modes d'escroquerie contre les particuliers. Nous, on essaye, alors il faut qu'on le refasse aussi, d'envoyer des informations à notre réseau, que ce soit bancaire ou CCI, pour leur dire attention, en ce moment, on reconstate beaucoup d'escroqueries au président ou autre, ou au contraire, mettre un focus sur un nouveau mode opératoire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de vecteurs. Internet est très utile. Évidemment, faire attention à toutes les infos qu'on peut voir. Hein. Toutes ne sont pas fiables ni bonnes, mais voilà. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut se renseigner. Après, en complément de ce que dit Antoine, c'est vrai que si on entend parler en général d'une arnaque massive, très souvent, les services de gendarmerie ou de police nous demandent d'envoyer un emailing à la totalité de nos ressortissants, ce qui est ce qu'on fait en général. Hein. Ouais. Et sinon, vous avez aussi une bonne source pour être en veille là-dessus. C'est quand même le site cybermalveillance.gouv.fr, oui, absolument. sur lequel il y a beaucoup d'actualités et de fiches pratiques. Ouais, effectivement, il fait partie du mail là, que je dois vous envoyer, parce que j'ai oublié de le mettre dans ma présentation, mais le site cybermalveillance en sensibilisation très bien. Il concerne les particuliers, les sociétés. Là, on a parlé des faux vies, mais sur tout ce qui est cybermenaces, rançongiciel et autres,
pareil, c'est un bon point d'ancrage si vous êtes victime, avec des informations intéressantes sur des prestataires qui peuvent vous épauler, qui sont labellisés par l'ANSSI. Voilà, il y a le site, et puis moi je vous le redis, hein, si vous êtes victime, c'est rien de volumain aussi. C'est les contacts avec la gendarmerie ou avec les services de police. Vous avez les adresses pour la PJ Toulouse. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est aussi là pour vous aiguiller. On ne peut pas tout faire à votre place, mais vous aiguiller, vous dire qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans votre dépôt de plainte, qu'est-ce qui va permettre de faire avancer l'enquête, les mails, les IP, des enregistrements audio, des escrocs si vous en avez, ainsi de suite. Deux questions intéressantes, Antoine. La première, bonjour, suite à l'usurpation d'adresse mail et de RIB, mon notaire a payé des honoraires d'agence à InfoRIB. Faut-il changer de RIB en tant que client? Faut-il changer de RIB? C'est une bonne question. Changer de RIB, ça implique quand même de changer les comptes bancaires aussi, je suppose. Hein. Je ne suis pas banquier, mais oui, c'est ça. Le RIB étant attaché au compte bancaire, ça veut dire clôture du compte bancaire. Et la prudence, si on est vraiment très cartésien, ma réponse sera qui peut le plus, tant mieux. Hein. Changer de compte bancaire, ça implique quand même d'envoyer un mail à l'ensemble de vos clients pour leur signaler qu'il y a un changement de coordonnées. Bon, à ce niveau-là, le problème, c'est que même si vous changez de RIB, rien n'empêche qu'un jour ou l'autre, un escroc se le refasse communiquer par un individu. Le problème, là, dans votre cas, ce n'est pas votre RIB à vous, c'est le fait que le notaire s'est fait infuser un faux RIB qui n'est pas le vôtre, justement. Donc, changer de RIB, finalement, enfin, en regardant de plus près, changer de RIB, de toute façon, le notaire n'avait pas votre RIB. Ce qui est certain, c'est qu'après, on conseille quand même souvent, quand il y a des problématiques de ce type-là, de voir avec la banque pour changer les codes d'accès à distance au service bancaire. Par précaution, sait-on jamais que l'escroc ait eu accès à un moment donné à ces informations-là, de ne pas hésiter à demander ça, changer les mots de passe d'accès. Mais voilà, dans le cas précis, la problématique, ce n'est pas votre RIB, c'est celui que le notaire a reçu. Et là encore, les notaires sont victimes aussi, comme beaucoup d'autres professions. Ça demande de respecter toujours des procédures internes, de vérifier qui a transmis ce nouveau RIB. Le client, donc particulier ou société, peut-être le rappeler, lui dire on a reçu votre RIB, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien vous qui m'avez envoyé ça? Et je le redis, si vous contactez par mail ou si vous contactez par téléphone, vous ne contactez pas l'email. Vous ne répondez pas sur le dernier email que vous avez reçu. Vous remontez dans le temps, vous prenez l'annuaire de votre entreprise, vous regardez sous quelle adresse mail la société est enregistrée, sous quel numéro. Parce qu'évidemment, vous allez prendre le mail d'il y a une semaine ou 2-3 jours avant ou du jour même pour répondre, sauf que c'est le mail de l'escroc. Numéro de téléphone, pareil. Donc, ne remontez pas sur ce mail-là ni ce numéro, mais remontez dans le temps, prenez votre base de données, vérifiez le numéro pour faire un contre-appel sur la société dont vous êtes certain des numéros de téléphone. Là encore, ça paraît tout bête, mais bien souvent, on pense s'être fait pirater sa boîte mail ou qu'il y a un complice dans la société, alors qu'on a fait un contre-appel sur l'escroc. Faire le contre-appel, c'est bien, le faire sur la bonne personne, c'est mieux. Alors, il y avait une question qui me plaisait bien aussi, c'est est-ce que les banques peuvent demander des codes ou d'autres lorsqu'ils nous appellent pour des alertes? Eh bien non, c'est ce que je l'ai évoqué subrepticement pendant la présentation. Le message des banques est très clair. Vous le recevez régulièrement dans des alertes sur la gestion de votre compte personnel ou de société. C'est que les codes confidentiels et les identifiants sont confidentiels et on ne les communique pas. On ne communique pas non plus le code de sécurité de sa carte bleue par téléphone. On évite de lire tout son numéro de carte bancaire pro ou perso au téléphone ou par mail. On ne le divulgue pas aux gens. Voilà. Ces choses-là, aujourd'hui, il faut quand même avoir ces réflexes-là de ne pas donner ces infos. Et la banque ne vous le demandera jamais. La banque, en principe, si elle a besoin de quelque chose, de toute façon, elle passe par téléphone et elle ne vous demandera sûrement pas comment vous vous connectez, avec quel code et quel identifiant à votre compte bancaire.
Alors, si on a été victime... Oui, Non, c'est juste. ok. Je vois qu'il y a une nouvelle question. Si on a été victime d'usurpation de mail et de RIB, que faire? Faut-il changer d'adresse mail et de RIB? Alors, usurpation de mail, là encore, on est sur un des modes opératoires que j'évoquais. Sur l'aspect technique, changer de mail, ça va pas. Moi, je pense l'idéal, c'est quand même de signaler à l'ensemble de son réseau professionnel, ses clients fournisseurs, qu'il y a une attaque en cours, que l'adresse mail est usurpée. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Souvent, l'usurpation, c'est simplement un petit changement, une petite modification dans l'adresse mail sur l'hébergeur, enfin sur le site qui est utilisé. Donc, je sais pas, vous appelez Midas, vous mettez Midas avec 2 S, et puis on a usurpé votre adresse mail. Donc, je pense que le plus simple, c'est de contacter l'ensemble de ses fournisseurs et clients, sa banque, les informer de ça, de dire que l'attaque est en cours, que s'il y a un changement de RIB ou s'il y a la moindre demande, de procéder à un contre-appel, vous transmettez le bon numéro de la société, vous le reconfirmez et vous demandez la plus grande vigilance aux différents acteurs. Parce que là, en l'occurrence, si vous faites usurper votre mail, c'est plutôt les autres qui vont être victimes. Pour le RIB, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, votre RIB, vous n'allez pas le changer. L'escroc, au contraire, ne se sert pas de votre RIB puisqu'il n'a pas accès à vos comptes bancaires, en principe, hein, et je l'espère, sinon c'est pareil, ça pose problème. Il génère un faux RIB à partir d'une fausse société, en tout cas, une vraie société, mais qui est frauduleuse, et il donne ce RIB-là aux victimes. Donc, ça ne sera pas votre RIB à changer, hein, ça sera ça sera au contraire la vigilance sur le RIB qui a été créé, qui est frauduleux. D'où l'intérêt, je vous dis, de contacter vos partenaires et de leur signifier ça par téléphone et par mail aussi, parce que les mails, c'est bien, on a parfois beaucoup de mails tous les jours, le coup de fil, c'est quand même pas mal aussi. J'y pense, que faut-il faire si vous êtes victime d'usurpation de mail, il y a quand même un dépôt de plainte aussi, hein, qui est envisageable et à faire, hein, pour l'usurpation d'identité de votre société à partir d'une usurpation de l'identité numérique de votre boîte dont l'adresse mail a été détournée, comme je l'expliquais, et au moins déjà comme ça, il y a aussi une plainte au pénal qui permet au moins de signaler les faits au service de police et de gendarmerie. Antoine, 11h55. S'il y a une question complémentaire, c'est maintenant ou jamais. Et sinon, on va déjà vous remercier d'avoir participé à ce webinaire, de l'avoir suivi. On espère que vous ne serez pas trop angoissé pour le week-end. Le week-end, en principe, les virements ne partent pas. Bon, alors ça va, on est sauvé. Bon, alors cet après-midi, alors. Donc, voilà, voilà, posez-vous quand même les questions en interne, je le redis, hein, de comment est-ce que vous êtes organisé, qui peut faire quoi, parce que ce n'est pas une fois que le virement est parti que la comptable ou le comptable qu'il a fait une bêtise, une grosse bêtise, qu'il faut se poser ces questions-là et au contraire, il vaut mieux les anticiper. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est du temps derrière qui vaut de l'argent pour vous. Et bien donc, on vous souhaite à tous un bon appétit. La vigilance est de mise, oui. Oui. Non, merci à vous en tout cas pour votre attention et vos questions précises. Et puis, vous avez les différentes coordonnées. Ensuite, n'hésitez pas à nous solliciter et puis on vous réorientera si besoin vers nous, vers les gendarmes, vers les services compétents. Voilà.